profite du prochain point pour vous rappeler l'importance de prendre des notes manuscrites là. Au moment de l'examen ou répondre aux tests. Si vous voulez pas être pris pour aller retourner dans le vidéo et pas juste voir les images parce qu'il y a des éléments que je mentionne qui sont également des éléments de réponse, vous devriez franchement prendre des notes. Et à ce moment-ci, c'est le moment idéal. Prenez une feuille neuve, je vous le conseille, et mettez-la de côté afin de pouvoir prendre les 3 vagues industrielles en note, l'essentiel ici. Effectivement, on distingue, vous le voyez, 3 vagues industrielles. Je vous demanderai de les mettre en haut. 1850 à 1900, 1900 à 1930 et 1940 à 1950, pardon. Ces 3 vagues-là ont des caractéristiques tout à fait distinctes qu'on va voir sous l'angle de les causes qui les ont provoquées. Ensuite, les domaines où ces vagues-là se déroulent, les secteurs d'industrie. La localisation aussi, où on retrouve-t-on des installations de type industriel durant cette période. Et enfin, des remarques, des éléments complémentaires. Je m'en tiens au minimum dans ce qui est inscrit ici. Je vous prierai donc de vous mettre en place. Vous êtes prêts? On y va. Effectivement, au moment d'envisager les vagues industrielles, on aura compris qu'il faut tenir compte du contexte économique de l'époque. Et on l'a bien vu, entre 1850 et 1900, tout le moins dans la première partie, il y a une croissance économique importante. C'est le développement des États-Unis, les voies de transport ferroviaire se développent, il y a une réciprocité avec les États-Unis, il y a aussi la politique nationale, qui aura eu des effets en bloquant les produits américains, les fameux tarifs douaniers. Ces tarifs douaniers-là ont pour effet direct de bloquer les marchandises qui proviennent de l'étranger, forçant l'industrie à se développer au Canada. Alors, il y a 2 tendances. Soit c'est des Québécois qui développent des industries, généralement des anglophones, dans des secteurs comme le bois, l'industrie alimentaire, ou ce sont carrément les entreprises américaines qui viennent s'installer au Canada pour contourner les tarifs douaniers. On va particulièrement voir cette tendance-là en Ontario. Là. On va assister, par exemple, à la naissance d'entreprises comme General Food of Canada, Ford of Canada, General Motors of Canada. Vous avez déjà noté que les entreprises donnent souvent un acronyme comme ça, of Canada. C'est parce qu'ainsi ils peuvent prétendre être des entreprises canadiennes, produire au Canada et donc contourner le tarif douanier. C'est un petit peu subtil, mais c'est comme ça que l'Ontario notamment va s'industrialiser. Au Québec, c'est plus des entreprises autochtones, du capital local qui va mener à le développement des usines pendant cette période-là, notamment dans le domaine textile et surtout des produits agricoles. Je passe assez vite sur les usines textiles dont vous avez beaucoup parlé au secondaire. Rappelons que la fibre de coton vient strictement des États-Unis, qu'on l'importe ici sous la simple raison que la main-d'œuvre est bon marché, que les Québécois francophones issus du milieu rural sont aux abois et sont prêts à accepter des salaires particulièrement bas, en particulier dans les usines de filature, c'est-à-dire les usines qui servent strictement à prendre le fil et à en faire une trame, là, un tissu qui est ensuite confectionné sous forme de vêtements ou de draps. Non, penchons-nous sur l'industrie agricole qui a toujours été importante au Québec et qui est une des premières à apparaître. Les premières usines apparaissent d'abord tout naturellement dans le domaine agricole. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu une agriculture au Québec et en plus, les voies de transport ferroviaires drainent vers Montréal les produits agricoles qui viennent de l'Ontario et surtout bientôt des prairies de l'Ouest, notamment le fameux blé des prairies qui débouche encore vers l'Est, vers Montréal, où se retrouvent des quantités fantastiques de céréales qu'on entrepose dans les grands élévateurs à grains que vous avez peut-être déjà vus encore dans le Vieux-Port. Bon, la première usine à se développer, le premier domaine, c'est le beurre et les laiteries. Ça va être d'ailleurs une planche de salut essentielle pour les agriculteurs québécois qui vont découvrir là une manne. Les habitants des villes sont de grands consommateurs de beurre et de fromage. On va s'empresser de leur en produire. Les premières fabriques de beurre et de fromage sont vraiment archaïques, là. On parle d'outils en bois mal entretenus, où les problèmes d'hygiène sont nombreux, mais qui rapportent beaucoup de fric dans le milieu rural. La première fois depuis pratiquement le 18e siècle, l'argent se retrouve à nouveau vers les campagnes où les agriculteurs ont enfin un supplément monétaire pour leur production. Le beurre et le fromage vont donc marquer la naissance au Québec de ce qu'on appelle depuis l'industrie laitière, qui demeure importante et qui connaît son apogée vers 1950-1960. Une autre industrie qui se développe liée à l'agriculture, c'est le tabac. Dans certaines régions, notamment dans l'Anaudière
et dans le Bas-Richelieu, la région de Sorel, on abandonne la culture de la pomme de terre et on va se mettre à produire en grande quantité du tabac de Virginie. Le tabac de Virginie, pour faire notamment, non pas du tabac à pipe ou de cigares, mais les fameux tabacs à cigarettes blondes. On va d'ailleurs aménager à Montréal très grande quantité de petites fabriques de tabac où on produit notamment des cigares, mais deux grandes usines apparaissent au tournant du 20e siècle, notamment à Pointe-Saint-Charles, une usine de Imperial Tobacco, et à Montréal, elle est encore en marche au coin de Frontenac et Ontario. Ça vous dit sûrement quelque chose. L'usine de la McDonald Tobacco, qui est aujourd'hui tout petite, mais qui allait auparavant pratiquement jusqu'à la rue Sherbrooke, employant, ma foi, des centaines d'ouvriers. Une grande industrie alimentaire qui domine aussi, notamment à Montréal, c'est l'industrie de la farine. Puisqu'on a beaucoup de grains qui viennent de l'Ouest, on le transforme sous forme de farine. Vous avez toujours bien en tête peut-être l'affiche Five Rose à Montréal. Elle est loin d'être la seule. La plus grande minoterie, alors au Canada, se trouve à Montréal. C'est la minoterie Ogilvy sur le canal de la Chine. Qui dit grain dit également alcool. Montréal devient le rond-point de la production de bière au Canada. Ma foi, les usines colossales, d'abord la Dawes à la Chine, puis la fameuse usine Molson au pied du pont Jacques-Cartier est installée là dès le 18e siècle et elle ne va que croître jusqu'à nos jours. Elle a annoncé qu'elle allait déménager, mais elle a, pendant 2 siècles, elle a profondément marqué l'Est de Montréal par l'ampleur de ses installations sur la rue Notre-Dame. Mais elle est loin d'être la seule. Autour du carré Chaboyer à Montréal, la station de Métropile, on construit l'usine de la bière Dow, l'usine O'Keeffe, l'usine de Labatt aussi. À elle seule, ces usines emploient 3000 ouvriers à Montréal où il y a un parfum de bière partout. Montréal produit de la bière non seulement pour le Québec, mais aussi pour le reste du Canada. Et Montréal va d'ailleurs être le seul endroit au Canada qui va éviter la prohibition. On aura jugé que l'industrie de la bière et de l'alcool à Montréal sont à ce point importants qu'il aurait été catastrophique au plan économique que d'interdire la vente d'alcool. L'alcool fort coule également à flot. À Montréal, on va assister à la naissance de la Canada Maltage qui produit du malt pour la bière, mais aussi pour le scotch, pour le whisky. Montréal va voir naître d'ailleurs une grande multinationale de l'alcool, l'entreprise Seagram, qui domine le marché jusque dans les années 1970 et qui produit encore aujourd'hui des vodkas comme Smirnoff, le rhum Carioca, Havana Club même, malgré leur nom exotique, sont des entreprises créées sous licence à Montréal dans des usines d'alcool. Tout ça, donc, découle du passé agricole québécois, mais aussi de l'apport que constituent les céréales de l'Ouest canadien. La localisation, c'est essentiellement à Montréal, le long d'une voie d'eau qui est idéale de transport, mais également une source d'énergie importante. Le canal de la Chine a également des écluses et sur ces écluses qui font couler l'eau plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'on ouvre et ferme les vannes, ben on active des roues à aube et bientôt même du pouvoir électrique afin d'alimenter les usines qui s'installent autour. Mais on s'installe également dans les petites villes industrielles comme Trois-Rivières, Sorel, Chambly, Magog. On en reparle dans un instant. On le sait, la principale caractéristique de cette époque-là, ce sont des salaires peu élevés destinés à une main-d'œuvre qui quitte alors l'agriculture, qui cherche un supplément financier et qui le trouve dans ces usines à proximité. Un petit mot à propos de ces usines qu'on voit se développer. Ici à Chambly, notez le grand nombre de femmes. Les seuls hommes qui sont en arrière sont généralement des livreurs ou bien des superviseurs. Les femmes sont très nombreuses dans les usines, mais généralement des femmes plus jeunes, là, en gros de 12 à 20 ans. Passé cet âge-là, en général, elles disparaissent. C'est que il est encore, si on accepte volontiers les femmes dans les usines, il est très mal vu à l'époque d'employer des femmes mariées. On emploie plutôt des jeunes filles qui à leur ferme d'ailleurs, parce que la plupart vivent encore sur leur ferme. Là. Ces jeunes filles-là vivent sur une exploitation familiale où le premier revenu, c'est la terre. Donc, on emploie des enfants, des jeunes filles en particulier, parce qu'elles sont réputées moins utiles sur une terre et elles apportent un salaire supplémentaire à la maison. Alors, ce salaire supplémentaire, il est extrêmement précieux, insuffisant pour qu'une femme puisse vivre seule, par exemple, en appartement, mais précieux pour une exploitation agricole. Alors, cette jeune fille-là, au retour du travail, elle met sa paye dans la goussette familiale
où elles contribuent au revenu familial. Donc, ça permet aux usines de ne pas avoir à payer une jeune fille pour un salaire qui lui permettrait de vivre. Le salaire, il joue un rôle en somme d'appoint dans le revenu familial, ce qui est très précieux. Passé 20 ans, on incite les jeunes filles à quitter, surtout à se marier, où elles fondent des familles, etc., etc. Alors donc, ça permet de maintenir des salaires bas, puisque ces femmes-là ne se maintiennent pas dans l'entreprise, quittent généralement au moment de se marier. Des enfants, là, ça devient infâme, là, des enfants parfois de 7, 8 ans, 9 ans. Il va y avoir des premières lois ouvrières à partir de 1880, mais elles ne sont guère respectées. Pourquoi? Parce que, disons-le, il y a une forme de complicité entre les entreprises et les parents qui s'entendent pour maintenir le silence à propos de l'âge véritable des enfants. Pourquoi? Parce que les familles ont désespérément besoin de tous les salaires. Il est assez commun de voir toute une famille, papa, maman et les enfants travailler dans la même usine afin d'arriver à tout le moins à rejoindre les deux bouts au niveau financier. Je vous parlais plutôt de l'usine Seigneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça me permet de rappeler que le travail ouvrier n'est pas qu'en usine. Il y a eu jusqu'à un tiers des femmes qui travaillaient non pas en usine, mais à la maison. Ça peut pas être intéressant, mais c'était en fait des conditions épouvantables. Il faut savoir que ces femmes-là qui travaillaient à la maison étaient payées à la pièce, donc pas à l'heure. Donc, si tu n'as rien fait cette semaine, tu ne seras pas payé. Et elles devaient donc à la maison s'occuper des enfants en même temps que de travailler. C'était incroyable. Et surtout pour les entreprises, c'est extrêmement payant parce qu'une femme qui travaille à la maison, c'est pas besoin de faire d'usine, pas besoin de la chauffer, pas besoin de l'entretenir, pas besoin non plus de s'occuper de la sécurité. Bref, le travail en usine est peut-être la forme la plus dure d'exploitation ouvrière puisque l'entrepreneur, l'entreprise n'a nulle responsabilité dans la santé et la sécurité de ses employés. S'il y a une industrie qui est importante à Montréal durant cette époque-là, c'est l'industrie du cuir. Le cuir qui est encore un résultat de l'agriculture, de l'élevage notamment. Le cuir sert surtout à faire des chaussures. Montréal est la grande ville productrice de chaussures au Canada. On en produit dans des petites entreprises de 25 à 50 employés. On retrouve partout dans les quartiers, au milieu des quartiers ouvriers. Penchons-nous un peu sur la localisation de cette industrie-là. L'île de Montréal aujourd'hui, avec l'emplacement du Cégep du Montréal pour vous situer. Donc, la rue Notre-Dame et la rue Saint-Laurent ont toujours été les axes essentiels du développement de Montréal, là, sur le modèle rural. Mais très tôt, on assiste à la naissance des premières usines. Les toutes premières, j'ai placé notamment les usines du Pied-du-Courant, en particulier l'usine de Molson dès le 18e siècle, et les toutes premières fabriques qu'on retrouve dans les faubourgs, notamment dans le faubourg de Québec, mais aussi dans le faubourg Saint-Henri, où on installe des tanneries ou des grandes teintureries. Non, décidément, le développement industriel coïncide avec l'aménagement d'une première grande infrastructure, le canal de la Chine. Vous le savez, vous en avez entendu parler, le canal de la Chine devient une véritable vallée industrielle, là, où s'installe immédiatement de très grands nombres d'industries, d'abord dans le domaine de la farine, l'industrie alimentaire, des usines de sucre, mais également très vite des usines de confection, de filature, qui profitent de l'accès à une voie de transport, par péniche notamment, mais aussi, comme je l'ai mentionné, du pouvoir hydraulique fourni par les écluses, là. C'est quand même assez incroyable, donc c'est très localisé, c'est très précis comme implantation. L'autre grande implantation industrielle à Montréal va être associée à l'aménagement d'une grande voie de chemin de fer, le Canadien national, qui traverse toute la ville, mais qui notamment va accompagner donc l'implantation d'usines, notamment à Hochelaga Maisonneuve, autour de la Angus, mais aussi des usines de filature, de confection, des usines de tabac. Notamment aussi au nord du plateau Mont-Royal, là, dans ce qui est aujourd'hui, vous savez, le quartier de l'incinérateur, la rue Saint-Grégoire, etc. Vous connaissez cette voie de chemin de fer-là, d'ailleurs. Tout le long de Montréal, on est pris que des viaducs, là, on passe en dessous, pensez en dessous de Papineau, en dessous de Saint-Denis, en dessous de Saint-Laurent, notamment à la hauteur de la rue Rosemont. Cette voie-là va progressivement être abandonnée au profit de nouveaux tracés, celui des autoroutes, qui explique que le développement industriel plus récent s'est déroulé notamment dans la ville Ville-Saint-Laurent ou dans l'est de Montréal. Le canal de la Chine, donc, un aménagement qui permet à Montréal, historiquement, d'éviter les rapides du même nom, là.
entre la rive sud et Montréal, mais qui va devenir un lieu d'implantation industrielle important. Vous voyez avec des petits ronds l'emplacement des écluses qui fournissaient du pouvoir hydraulique aux usines. Cette photo-là, je vous ai montré au début du cours, montre le paysage du canal de la Chine, donc la vallée, si on veut, en 1903. Regardez-moi l'intense densité de l'occupation du territoire. Bric à brac, on a mis là des quartiers ouvriers avec des usines. Ici, en face de nous, l'usine Coleco qui produisait des jouets, notamment les fameux jeux de hockey en acier. Donc, ces quartiers ouvriers, les uns sur les autres, avec des usines polluantes, le bruit continuel, avec 3 chiffres de 8 heures, ce qui permettait aux usines de fonctionner 24 heures sur 24, avec des ouvriers qui faisaient aussi la rotation à la maison. On se couchait alternativement dans le même lit, c'est vous dire. Les usines et les habitations étaient à ce point proches que dans bon nombre de quartiers, il y avait une sirène le matin qui annonçait le changement de chiffre et souvent les ouvriers entendaient la sirène au moment pour se dire bon, ben, je vais aller travailler, etc., etc. C'est vous dire combien une grande promiscuité. Cela est causé notamment par l'absence de votre transport moderne, là. Ni tramway, ni autobus, ni métro, bien sûr, encore moins de voitures. Ce qui faisait que dans bon nombre de vieux quartiers à Montréal, les usines et les habitations se côtoyaient. Aujourd'hui, c'est plus possible, là. À cause des bagnoles et des autoroutes, on peut faire un quartier ouvrier, ou des banlieues, et un quartier industriel. Mais autrefois, c'était impossible. Donc, dès lors, les quartiers devaient accueillir autant les installations industrielles que l'habitat ouvrier. Je vous ai parlé que le développement industriel va se dérouler également dans certaines villes. Ces villes-là, sans doute en connaissez-vous au moins une, là. Je vous les évoque. Vous avez sûrement déjà entendu parler vous êtes déjà allé peut-être à Joliette, Saint-Jérôme, La Chute, Valleyfield, Beauharnois, Granby, Saint-Hyacinthe, Sorel. Peu importe, si vous y êtes allé, si vous en connaissez une, vous les connaissez toutes parce qu'elles sont toutes semblables. D'ailleurs, c'est toutes des villes aujourd'hui où il y a un cégep. Ce sont toutes des villes qui ont aujourd'hui encore entre, disons, 25 et 40 000 habitants. Ce sont toutes des villes aussi qui ont un passé agricole, mais ce sont surtout toutes des villes qui aujourd'hui ont encore aujourd'hui au centre-ville une vieille usine, aujourd'hui en ruine, et autour de laquelle toute la ville a longtemps gravité. Mentionnons simplement qu'à Joliette, ce fut sans doute la Firestone, usine de caoutchouc. À Saint-Jérôme, la Montreal Cotton, devenue la Tricophile. À La Chute aussi, le textile. Valleyfield, la Dominion Textile. À Beauharnois, fer et titane. À Granby, le textile. À Saint-Hyacinthe aussi. À Sorel, la marine industrie dans le domaine de la construction navale. Ce qui est sûr, c'est que ces villes-là se développent d'abord parce qu'elles ont accès à Montréal désormais par chemin de fer. Mais c'est pas la raison essentielle. Si ces usines-là s'installent à l'extérieur de Montréal, c'est parce qu'elles souhaitent utiliser la main-d'œuvre agricole qui habite à proximité. En somme, ces usines-là parasitent le milieu rural. Une usine installée à Saint-Hyacinthe emploie des fils et des filles de paysans qui vivent aussi loin que Saint-Pie, Saint-Césaire, ma foi, Saint-Ligory, et qui marchent parfois 5-10 kilomètres le matin pour aller travailler à l'usine et ramener un maigre salaire à la ferme. Ça peut vous paraître infâme, ça l'est un peu, mais ça permet aux entreprises-là de pouvoir encore compter sur des salaires encore plus bas. Alors qu'à Montréal, ils doivent payer un ouvrier, son logement, puis surtout, ils doivent faire face aux premiers syndicats ouvriers revendicateurs. À la campagne, rien de tel. La main-d'œuvre paysanne est réputée docile, laborieuse, travaillante et peu exigeante en termes de salaire. C'est la raison essentielle pour laquelle ces usines-là s'installent en banlieue. Ces usines-là sont aujourd'hui fermées ou, tout le moins, si elles se sont maintenues, comme à Joliette, elles ordonnent des salaires beaucoup plus élevés et elles ont tourné la page sur l'exploitation éhontée qu'on y retrouvait au début du 20e siècle. Encore aujourd'hui, néanmoins, en 2021, imaginez, c'est une photo de prise de la station spatiale et qui montre la lumière dans la région de Montréal. Donc, autour de Montréal, on reconnaît chacune de ces anciennes villes ouvrières qui sont aujourd'hui des villes de banlieue plutôt prospères, comme Sorel, Joliette, Saint-Jérôme, Valleyfield, Saint-Jean et Saint-Hyacinthe. Vous voyez, sont toutes à peu près à distance équivalente de Montréal, et à tout le moins en termes de luminosité, sont toutes à peu près de taille équivalente.
Alors, au début du 20e siècle, l'industrialisation au Québec connaît une accélération. Bien sûr, les industries de la première vague se poursuivent, se maintiennent, là. Le domaine textile continue à prospérer, les industries dans les petites villes également, mais on assiste à une nouvelle tendance qui est dictée, elle, par l'accroissement de la demande américaine. Parce que s'il y a un pays qui se développe encore plus vite, c'est bien les États-Unis. Les États-Unis voient des villes industrielles atteindre plusieurs millions d'habitants. On pense à New York, Chicago, Philadelphie, Boston. Et elles développent un appétit d'ogre pour des ressources naturelles, que ce soit en termes de papier journal, que ce soit en termes de bois d'œuvre, de matériaux de construction, de métaux pour l'industrie ferroviaire, puis bientôt automobile. Tout à coup, ils tournent leur regard vers le nord, notamment vers le Québec, qui est en mesure de leur offrir des ressources naturelles dont les villes américaines ont désormais besoin. C'est donc dans ce domaine que va se développer l'essentiel de l'industrie entre 1900 et 1930, autour de ces fameux 4 grands domaines qui ponctuent le développement industriel au début du 20e siècle et qui marquent l'arrivée de nouvelles industries ultramodernes dans des domaines de technologie inédits. Les pâtes et papiers. Les pâtes et papiers vont se développer énormément en Mauricie d'abord, autour de Trois-Rivières, de Grand-Mère, de Shawinigan, puis dans de nouvelles régions, notamment au Saguenay, qui est accessible par voie d'eau via la rivière Saguenay, mais également bientôt dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, dans l'Outaouais, partout en somme où est disponible une ressource particulièrement précieuse, l'épinette noire ou l'épinette qui est particulièrement riche en matière igneuse, qui valait rien commercialement jusque-là. Une épinette, c'est 4 pouces de gros, on ne peut pas faire de bois de construction avec ça. Et donc, cette ressource prend une valeur remarquable à partir du 20e siècle. Vu qu'elle est très riche en fibres, elle permet aisément d'être blanchie afin d'en faire une pâte épaisse, d'où on va tirer le papier, le fameux papier journal, là. Des journaux comme le Chicago Tribune ou le New York Times tirent parfois à 300-400 000 exemplaires par jour, là, drainant des quantités fantastiques de papier et journal qui, pour l'essentiel, produit au Québec. L'hydroélectricité est également un nouveau secteur technologique qui se développe. Le principe est mis au point d'ailleurs très tard dans les années 1880 et est appliqué au Québec parmi les premiers endroits au monde, là. On harnage d'abord la première rivière, ça va être encore le Saint-Maurice à Shawinigan, où dès 1902, on aménage un grand barrage. Vous allez avoir aussi des usines hydroélectriques qui s'installent à proximité de Montréal, à Sault-Récollet, à Carillon, à Beauharnois. Puis, bien sûr, ça va être de gigantesques usines, notamment au Lac-Saint-Jean, à Alma, et avant qu'il y ait les grands projets là, des années 1950 et 60, le Québec se voit partout couvert de petites installations hydroélectriques qui fournissent de l'électricité aux usines se trouvant à proximité. On pense pas tellement à ce moment-là à fournir les domiciles, les maisons, les particuliers. Le réseau électrique n'est pas suffisamment élaboré et puis c'est pas payant, disent-ils. Non, les barrages sont vraiment en fusion avec les entreprises de cette époque-là. On va assister notamment à l'essor d'un couple, le couple hydroélectricité pâte et papier, qui s'installent généralement l'un à côté de l'autre, profitant des services de l'un et de l'autre. L'aluminium aussi se développe en lien avec l'hydroélectricité, directement, intimement. À preuve, la matière première, la bauxite, et on n'en trouve pas de traces au Québec, elle est entièrement importée. En revanche, le procédé d'électrolyse qui est développé dans les années 1890, donc tout récemment à cette époque, l'électrolyse, donc, ou l'électrométallurgie, permet de transformer la bauxite de sorte qu'elle donne un métal aux qualités extraordinaires, l'aluminium, qui ne se corrode pas, qui est extrêmement léger, qui a une rigidité tout à fait remarquable et qu'on va employer dans les nouvelles industries, notamment l'industrie aéronautique. Donc, vous voyez des grappes industrielles se développer autour de l'hydroélectricité, de l'aluminium et aujourd'hui l'aéronautique. Enfin, les mines, mais pas les mines telles qu'on les connaît aujourd'hui là, dans le Nouveau-Québec et en Abitibi. D'abord, dans le secteur de l'amiante. L'amiante, donc, cette ressource qu'on développe, donc dont on connaît la toxicité aujourd'hui, mais qui à l'époque va être une vraie manne pour les cantons de l'Est, notamment les villes de Asbestos et puis de Thetford Mines dans
dans le fin fond de l'Estrie. Les régions qui se développent à ce moment-là, bien sûr, Montréal continue à croître au niveau industriel, mais la grande nouveauté, la primeur, c'est le développement des industries dans les régions de colonisation. La Mauricie d'abord, puis l'Outaouais, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce peuple d'usines qui, tout à coup, emploie des fils et des filles de colons dans des emplois parfois beaucoup mieux payés que ce qu'on retrouve à Montréal. Donc, les régions profitent de cette manne. En revanche, puisqu'il n'y a généralement qu'un seul ou un ou deux employeurs par région, ces entreprises-là monopolisent la vie sociale et économique du coin. Là. Quand l'usine décide de baisser les salaires, ça affecte tout le monde, ou encore plus lorsqu'il y a des mises à pied. En revanche, dans l'immédiat, les salaires sont généralement plus élevés que ce qu'on retrouvait dans la première vague industrielle, notamment parce qu'il s'agit d'emplois plus qualifiés, demandant des compétences techniques supplémentaires, un plus long apprentissage et dès lors des meilleures conditions de travail. Donc, les caractéristiques, je les rappelle, c'est essentiellement dans le domaine des ressources naturelles, autour de nouvelles technologies. Là, aucune de ces technologies, tant en pâte et papier, hydroélectricité ou aluminium, n'existait avant 1870. Là. De la même manière, c'est aussi des entreprises qui commandent de très gros investissements. Là, on parle de cuves d'électrolyse, on parle de turbines hydroélectriques. Qui dit gros investissement à l'époque, dit donc capital étranger, notamment américain. C'est l'arrivée massive des multinationales étrangères. Donc, on voit que la main-d'œuvre est davantage masculine. Ce sont des chefs de famille qui travaillent comme ici à Beauharnois, dans la grande usine hydroélectrique de la Montreal Light Heat and Power, donc dans des métiers mécaniques qualifiés où les ouvriers sont mieux payés. On en a, regardez comment il est magnifique, inauguré en 1924, c'est alors le plus grand barrage au Canada. Il est encore extrêmement beau. 24 groupes électrogènes entre Coteau Landing du côté de Vaudreuil et Beauharnois du côté sud. Ce magnifique barrage fournit encore aujourd'hui près du tiers de l'électricité consommée à Montréal. Et ce qui est le plus beau, c'est qu'il a zéro impact environnemental. Depuis 70 ans, il produit une énergie propre, sans gaz à effet de serre. En plus, il n'a même pas de bassin, il ne prend que l'eau courante du fleuve Saint-Laurent. Donc, n'a aucun effet de toxicité sur l'eau, n'a jamais tué aucun poisson. De la même manière, de gigantesques usines naissent, en particulier ici à Arvida, au sud de Chicoutimi, où on va construire là la plus grande aluminerie au monde et qui va dominer le marché de l'aluminium au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est difficile de voir avec cette photo l'ampleur des installations. Prenons simplement une des cuves à électrolyse qui se trouve sur le côté ici. Voilà l'intérieur en 1924 de l'une de ces cuves qui fait à elle seule plus de 200 mètres de long. Une centrale hydroélectrique à Riverbend qui va permettre de produire de l'électricité strictement pour l'usine de l'Alcan à Arvida. C'est vous dire combien le couple aluminium et hydroélectricité est intimement lié. Alors, j'adore ce tableau qui permet de comparer l'industrialisation au Québec et dans le reste du Canada à la même époque, en 1929 en l'occurrence. D'abord, on peut se bomber le torse. Le Québec est un géant industriel qui se compare quand même avantageusement même avec l'Ontario et qui est complètement en avance sur tout le reste du Canada, là, qui connaît à peine un peu de développement industriel. Je les parcours très rapidement et on remarque néanmoins des tendances. Donc, le Québec est prépondérant au niveau de l'industrie du tabac. Bon, vous me direz une drôle de fierté, mais c'est quand même assez remarquable. Les usines, notamment de Montréal, produisent des cigarettes pour tout le Canada. Il est également prépondérant dans le domaine textile, dans le domaine du cuir aussi, notamment la confection de chaussures, de semelles, vêtements et pâte et papier. Il est quand même il a la moitié de la production de pâte et papier au Canada. Le matériel de chemin de fer, notamment à cause des grandes usines de Pointe-Saint-Charles et de Rosemont. La confection encore, les centrales électriques, les machines-outils, on voit que sa part est beaucoup plus modeste. De la même manière, les métaux non ferreux, c'est en particulier le charbon où il est totalement absent. Les appareils électriques, on voit qu'il est plus dans la course, sidérurgie de même, et les pneus et les machines agricoles. Ce qu'on comprend en somme, c'est que le Québec est très fort dans ce qu'on appelle à l'époque l'industrie légère, qui prend beaucoup de main-d'œuvre, où les salaires sont peu élevés et qui nécessite peu de machinerie. En revanche, l'Ontario à l'époque,
qui est surtout industrialisé par des multinationales américaines, est déjà prépondérant dans les industries électriques, la sidérurgie, les métiers du fer, tout ce qui les machineries agricoles, tout ce qui est mécanisé et qui va donner éventuellement naissance à la suprématie de l'Ontario dans le domaine de l'automobile. Donc, on aura pu dire à ce moment-là que le réseau industriel québécois était plus fragile que celui de l'Ontario, du fait qu'il reposait d'abord et avant tout sur des salaires moins élevés, et que lorsque les salaires vont se mettre à augmenter, cette industrie-là va davantage disparaître, tandis qu'elle va un peu mieux se maintenir en Ontario. En revanche, pour le reste du Canada, c'est une vraie blague. Les seules usines notables se retrouvent au chemin de fer à Winnipeg, un peu de barrage en Colombie-Britannique et des mines de charbon en Nouvelle-Écosse. Pour le reste, c'est des fermes à perte de vue. Donc, le Québec occupe quand même une position prépondérante dans la révolution industrielle au Canada. On va passer assez vite sur la période 1929-1939, puisque non seulement il n'y a pas de nouvelles installations, mais carrément, il y a disparition. Il y a disparition dans bon nombre de domaines d'industrie, d'ailleurs, dont certaines vont disparaître corps et biens. L'industrie du cuir, par exemple, disparaît totalement à cette époque-là à Montréal. Certaines usines aussi dans le domaine alimentaire vont disparaître. Non décidément, c'est une parenthèse dans le développement industriel québécois. On parle même d'un retour à la terre à cette époque-là. Rappelez-vous, c'est le moment où on tente de peupler l'Abitibi avec des ouvriers montréalais. Je dis ça en souriant parce que ça fonctionnera pas très bien. C'est une chose de filer du coton à Montréal, c'en est une autre d'arracher des arbres en Abitibi, si bien que bon nombre vont se décourager. Et dans bien des cas, soit ils vont carrément revenir à Montréal, soit ils vont trouver un emploi dans les usines, les mines d'or, dis-je, qu'on ouvre à ce moment-là durant la crise, parce que s'il y a un domaine, bien rare domaine, où l'économie se porte bien durant la crise, c'est bien dans le domaine des mines d'or de l'Abitibi, du fait que l'or est une grande valeur refuge en période de crise économique. Donc, le Québec connaît un dernier sursaut, mais tout un, avec le développement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est relativement bref. Il va être suivi ensuite par un léger sursaut durant la guerre de Corée, mais c'est pour l'essentiel dans le domaine des services aux armées que l'industrie se développe. Mais c'est quand même assez vaste. Là. On pense à pétrochimie, notamment les carburants. On aménage dans l'est de Montréal de grandes raffineries de pétrole, de mazout, de kérosène, dont il reste encore quelques usines, là, notamment d'ultramar. Vous les voyez si vous allez dans l'est de Montréal. Dans le domaine de la sidérurgie aussi, les métiers du fer se développent temporairement à McMasterville, même à Mascouche au nord de Montréal. Les appareils électriques connaissent une grande vogue. C'est l'époque où on construit des radios, mais aussi où l'armée a besoin d'appareils de communication. Alors, on va ouvrir de gigantesques usines à Montréal, l'usine de Marconi notamment, l'usine de Northern Telecom qui va produire des téléphones, des radios, bientôt des téléviseurs. Ces usines-là emploient, là c'est colossal, là, jusqu'à 1300, 1400 ouvriers, notamment dans le sud-ouest de Montréal, où des usines électriques ouvrent partout. Les chantiers navals connaissent une grande vogue. C'est Marine Industrie à Sorel, c'est la Davy à Québec, c'est le Canadian Steamship Line à Montréal, les chantiers de la Vickers en particulier à Longue-Pointe, ça c'est dans le coin de Pointe-aux-Trembles, vont connaître un grand essor, emploient des milliers d'ouvriers qui produisent, dans certains cas, jusqu'à un bateau par mois, des grands bateaux qui sont immédiatement utilisés sur les théâtres d'opération durant la Deuxième Guerre mondiale. Le Québec produit également beaucoup d'avions, des bombardiers Lancaster à Ville-Saint-Laurent, des moteurs Rolls-Royce à Lachine, des moteurs Pratt & Whitney à Longueuil. C'est une industrie qui, contrairement aux autres, va réussir son passage à l'économie de paix ensuite, si bien que Montréal est encore une des grandes plaques tournantes de la construction aéronautique au monde. Ça se déroule essentiellement dans la grande région de Montréal. On développe des usines de dynamite à Chambly, des usines navales et de métaux à Sorel, à Beauharnois, jusqu'à Sainte-Thérèse, même Terrebonne est touchée par l'industrialisation à ce moment-là. Enfin, la croissance est très rapide, mais temporaire, on l'aura compris, mais elle constitue le dernier grand sursaut de l'industrialisation au Québec. À partir de 1950, l'ensemble de ces industries-là se maintiennent un temps, profitant notamment de la très grande prospérité de l'après-guerre, mais progressivement, la hausse des salaires, le développement de nouveaux pays industriels, notamment le Japon, bientôt Taïwan, en attendant le Mexique, vont drainer de plus en plus les emplois vers ces pays, faisant en sorte que les usines ferment au Québec et qu'on s'empresse de tourner la page,
qu'on s'installe dans les villes de banlieue et qu'on se trouve un emploi de fonctionnaire. L'industrie profite de la guerre, soit, mais qui paye? Ben, essentiellement, celui qui paye, c'est le gouvernement fédéral du Canada. Lui qui était resté relativement passif durant la crise, ne dépensant en guerre plus, même s'il y avait de la misère urbaine un peu partout, le péril allemand surgissant, il faut vaincre Hitler et le Troisième Reich. En rouge, vous avez la dette du gouvernement fédéral là, qui passe de 4 à 18 milliards en l'espace de 4 ans et qui propulse, si elle propulse les déficits, elle propulse surtout les dépenses publiques. Le gouvernement fédéral du Canada achète tout ce qui bouge, même convertit des usines de chemin de fer en usines de chars d'assaut, des usines de camions en usines de sous-marins, les chantiers navals afin de construire des destroyers, que sais-je. Toute l'économie de paix est convertie en économie de guerre autour des besoins d'un seul client, le gouvernement canadien et son appareil militaire, qui pendant 5 années d'intenses investissements transforme l'économie canadienne et l'oriente vers la production militaire. Dès au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces commandes-là tombent brutalement, mais grand bien face à l'industrie, ce sera ensuite l'économie de paix, notamment le développement industriel, la société de consommation de masse, qui vont prendre le relais et convertir l'économie de guerre en économie de paix.